Salut tout le monde, c'est Dr Soirée Mamadou et aujourd'hui je veux vous parler du système circulatoire. Alors si vous vous rappelez, on a déjà commencé avec le système tégumentaire. On a parlé de la peau, des cheveux, des ongles, tout ça. On a aussi parlé du système endocrinien avec tous les organes, l'hypophyse, la thyroïde, le pancréas et ainsi de suite. Et on a parlé aussi du système squelettique, du système nerveux également. Et aujourd'hui, c'est le tour du système circulatoire. D'abord, on va vous présenter les organes qui sont très importants, n'est-ce pas, dans ce système-là. C'est surtout le cœur. Nous avons aussi les vaisseaux sanguins, nous avons le sang. Et voilà des organes qui se mettent ensemble pour assurer certaines fonctions, telles que le transport, telles que la régulation, telles que la protection. Alors, comme fonction de transport, d'abord on sait que le sang transporte l'oxygène, tout le monde le sait, des poumons vers le tissu, et le sang aussi transporte les gaz carboniques des tissus et les apporte au niveau des poumons pour être dégagés du corps. Alors on connaît aussi que le sang transporte les nutriments des voies digestives, c'est-à-dire les nutriments au niveau du tube digestif et de tout le reste, et les distribue au corps tout entier. En contrepartie, le sang prend aussi les déchets toxiques qui sont au niveau des cellules du corps humain et les envoie, n'est-ce pas, au niveau des reins, c'est-à-dire les déchets métaboliques, et pour être éliminés, n'est-ce pas, dans les urines ou bien être éliminé dans les selles. Parlant de rôle de transport, le sang aussi transporte les cellules souches qui sont fabriquées au niveau de la moelle osseuse, et maintenant ces cellules souches, le sang les transporte aux organes qui assurent leur maturation et leur distribution dans le corps. Nous avons le rôle de la régulation. Lorsqu'on parle de la régulation, d'abord on sait qu'en absorbant ou en perdant par exemple de l'eau, les capillaires sanguins aident, n'est-ce pas, à stabiliser la distribution des fluides, n'est-ce pas, dans le corps. Alors, et on sait aussi que les protéines sanguines aussi aident, n'est-ce pas, à stabiliser le pH du liquide extracellulaire, c'est-à-dire en neutralisant l'acidité ou encore l'alcalinité, n'est-ce pas, pour assurer un pH normal. Alors, le sang joue un rôle aussi, n'est-ce pas, dans la régulation de la température. La circulation sanguine peut aider à régulariser la température du corps humain, soit en apportant le sang à la peau pour la perte de la chaleur, ou en le retenant plus profondément pour la conservation de la chaleur. Et je parlais tantôt de la protection aussi. Le sang joue quelques rôles, n'est-ce pas, dans le phénomène de l'inflammation, ou encore dans le mécanisme limitant la dispersion, n'est-ce pas, de l'inflammation à travers les cellules inflammatoires. Et surtout, un rôle très important des globules blancs, par exemple, qui, à travers la phagocytose, détruisent les micro-organismes ou encore peuvent détruire même certaines cellules cancéreuses, n'est-ce pas, du corps. Alors nous avons des anticorps aussi, d'autres protéines sanguines, n'est-ce pas, qui neutralisent les toxines et aident à la destruction, n'est-ce pas, des pathogènes du corps. Sans oublier les cellules plaquettaires aussi, les plaquettes sécrètent des facteurs plaquettaires qui sont très importants dans l'initiation, n'est-ce pas, de la coagulation pour empêcher la perte sanguine. Donc les plaquettes sont vraiment très importants aussi. Alors en dehors de tous ces rôles-là, on va vous rappeler quand même de la physiologie normale du cœur et avant de commencer la pathologie. Et là, la chose la plus importante ici, il faut retenir le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, la plupart du temps, on sait que le rythme cardiaque c'est entre 60 et à 100 battements par minute. Alors nous avons, si le rythme est régulier ou si le rythme n'est pas régulier, par exemple on connaît un rythme régulier qui est un onde P, un QRS, un autre onde P. L'onde P, ça veut dire qu'il y a une contraction au niveau des oreillettes. Et le QRS, ça veut dire qu'il y a une contraction au niveau des ventricules qui est suivie par une autre contraction au niveau, n'est-ce pas, des oreillettes, qui est normalement.
Alors, le cœur, c'est le premier organe, à ne pas oublier, qui est fonctionnel au niveau de la cage thoracique. C'est-à-dire, dès la 4e semaine du développement embryonnaire, nous allons voir que le cœur va commencer à se battre. Ça, c'est très très important. Et d'ailleurs, sur le fœtus, vous allez voir que le sang va de gauche à droite parce qu'il y a ce qu'on appelle une cavité, qu'on appelle un orifice intercavitaire qui est entre les ventricules et qui va permettre, n'est-ce pas, cette circulation du sang qui est opposée, n'est-ce pas, à celui de l'adulte, parce que lorsque l'enfant va être né, après la naissance, lorsque l'enfant va crier, le premier cri va permettre la fermeture de cet orifice-là, et la persistance de cet orifice chez l'enfant est synonyme de ce qu'on appelle le syndrome de Cartagena, qui est une dyskinésie, n'est-ce pas, cellulaire. C'est-à-dire les cils qui sont au niveau des cellules ne font pas leur travail, ne font pas de mouvement. Qu'est-ce que c'est que le cœur? Et alors, pour parler du cœur, je veux enlever ici, parce que je veux que on sache où se trouve le cœur lui-même. Le cœur, vous allez voir, vous avez enlevé les poumons, l'un des poumons, et je veux atteindre le cœur ici. Alors, le cœur, c'est ce muscle-là. C'est un muscle qui est creux et qui est formé de 4 cavités. Alors, qui est logé dans le thorax, au niveau de l'étage inférieur du thorax, c'est-à-dire dans le médiastin antérieur. Alors, la localisation, si vous voyez les deux angles du cœur, vous allez voir ici, ces deux angles du cœur vont se retrouver juste derrière, n'est-ce pas, le deuxième espace intercostal. Vous avez ici le sternum, vous avez ici, j'ai fait une représentation des côtes ici, la première côte, deuxième côte, et le premier espace intercostal, deuxième espace intercostal. Et les deux angles supérieurs du cœur vont se retrouver à ce niveau. Vous allez le voir, ils sont un peu au niveau des deux bords sternales, c'est-à-dire à 1 cm au niveau du bord sternal gauche ou encore au niveau du bord sternal droit, se trouvent les deux angles supérieurs du cœur. Alors pour ce qui concerne l'angle inférieur du cœur, vous allez voir lorsque vous voyez le cœur ici, l'angle inférieur du cœur va se retrouver au niveau du 5e espace intercostal qui est juste là, et l'angle inférieur, ça c'est l'angle inférieur droit, et l'angle inférieur gauche va se retrouver au niveau du 6e espace intercostal gauche du cœur. Alors, et ça c'est très important. Alors lorsque vous allez voir, par exemple, vous allez voir que le cœur est situé en avant du cœur se trouve le sternum. Vous allez voir le sternum et les côtes. Et en bas du cœur, ici, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle le diaphragme qui est juste là. Et latéralement, le cœur est recouvert par les poumons. Et aussi, nous avons ces gros vaisseaux qui sont en haut, qui est l'artère pulmonaire et la veine cave supérieure, ou encore le tronc basilaire qui va commencer ici. Alors, derrière le cœur, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle le ligament qui relie le cœur, n'est-ce pas, au rachis. Et vous allez voir la configuration externe du cœur. C'est-à-dire, lorsque vous voyez le cœur lui-même comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du cœur? Nous avons, et ici nous avons des sillons. Nous avons des sillons interauriculaires. Le sillon interauriculaire va diviser les deux oreillettes. Le sillon interauriculaire, on peut le voir ici, qui va diviser les deux oreillettes. Nous avons le sillon interventriculaire que vous pouvez voir, qui va diviser les ventricules en gauche et droite. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le sillon interauriculo-ventriculaire, qui va faire la différence entre les ventricules et les oreillettes. Lorsqu'on va un peu plus en profondeur parlant de la configuration interne du corps et du cœur qui est très très important, vous allez voir ici, je vais ouvrir ici cette partie, je le mets ici et vous allez voir le cœur que je vais présenter. Les deux ventricules sont séparés par ce qu'on appelle le cloison interventriculaire. Le cloison interventriculaire va séparer le cœur en cœur droit et en cœur gauche. Alors, chaque ventricule présente deux orifices. L'orifice mitral, ici, lorsque vous voyez l'orifice mitral et l'orifice aortique pour le ventricule gauche. Lorsque vous allez voir ici, lorsque vous voyez ce ventricule ici, vous avez l'orifice mitral qui est là. Nous sommes au niveau du ventricule gauche. Donc, nous avons l'orifice mitral et nous avons l'orifice aortique qui est juste à la base ici.
Alors, lorsque vous voyez l'orifice tricuspide et pulmonaire aussi, vous allez le voir dans les ventricules droits. Ce sont les orifices au niveau de chaque ventricule. Et nous avons des orifices au niveau artériel, c'est-à-dire au niveau de l'aorte et au niveau aussi de l'artère pulmonaire, qui sont formés cette fois-ci des valves sigmoïdes. Alors lorsque vous voyez les oreillettes aussi présentent des orifices. Lorsqu'on voit par exemple l'oreillette droit, vous allez voir ici en bas la veine cave inférieure. Lorsque vous voyez en bas, vous allez voir l'orifice de la veine cave inférieure, tandis que vous voyez en haut, vous allez voir l'orifice de la veine cave supérieure. Et aussi, à l'intérieur ici, nous avons ce qu'on appelle l'orifice du sinus coronaire. Et peut-être on ne peut pas bien voir ici, mais il faut tout simplement comprendre que l'orifice du sinus coronaire, son rôle c'est d'assurer le retour du sang veineux, n'est-ce pas, qui a servi à l'oxygénation et à la nutrition du cœur qui va revenir à travers ce sinus coronaire. Alors, lorsque vous voyez le cœur gauche, par exemple, le cœur gauche aussi a des orifices. Et cette fois-ci, quel est l'orifice que vous allez voir? C'est l'orifice mitral qui le sépare des ventricules gauche. Vous allez voir ici cet orifice-là. Et vous allez aussi voir l'orifice des veines pulmonaires permettant l'accès du sang oxygéné pour les poumons. Alors, ici, je voudrais ajouter aussi que la vascularisation du cœur est assurée par deux gros vaisseaux, l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite. Vous avez des collatéraux, mais on ne va pas en parler ici. Mais je voudrais quand même continuer avec les valves ici, parce qu'on parlait tantôt des valves. Et ici, lorsque vous voyez la valve tricuspide, la valve tricuspide sépare l'oreillette droite du ventricule droit. Donc ici, cette valve que vous pouvez voir ici. Et nous avons aussi la valve pulmonaire qui va séparer le ventricule droit, n'est-ce pas, de l'artère pulmonaire. Cette valve-là, elle est là. Et vous allez voir les valves mitrales aussi. Cette valve, elle est là. Elle va séparer le ventricule gauche de l'oreillette gauche. Et il faut retenir que la valve mitrale a 2 crochets. Et les autres valves ont 3 crochets. Et ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Alors, la valve aortique. Lorsqu'on voit la valve aortique ici, son rôle, c'est de séparer, n'est-ce pas, le ventricule gauche, qui est là, avec l'aorte ascendant, qui est juste à ce niveau. Ça c'est l'aorte ascendant ici. Alors, ici, le prochain truc, c'est qu'on va parler de la constitution. La constitution même du cœur. Et là, pour parler de la constitution du cœur, il faut voir sur le plan, il faut voir les parois d'abord du cœur. Et les parois, si on essaie de voir de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons le péricarde, nous avons le myocarde et nous avons l'endocarde. Alors si on essaie de voir, le péricarde, c'est juste l'enveloppe en fait du cœur, le péricarde. Alors le myocarde, c'est la partie la plus fonctionnelle, n'est-ce pas, de tous ces 3 parois. Parce que le myocarde va donner la fonctionnalité principale même du cœur, c'est-à-dire l'automatisme, la conductibilité, la contractibilité, l'excitabilité. Alors toutes ces bonnes choses-là que vous voyez, c'est dû à la myocarde qui va assurer ça. Alors lorsqu'on voit au niveau de l'oreillette droite par exemple, c'est quelque chose qui attire l'attention parce que ça ce sont ce qu'on appelle le nœud. Nous avons le nœud, ce qu'on appelle le nœud sinusal d'Aschoff-Towara et nous avons aussi le nœud de Keith-Flack. Le nœud de Keith-Flack, son rôle c'est surtout de partager les impulsions électriques à travers, n'est-ce pas, le cœur. Mais le nœud d'Aschoff-Towara qui se prolonge ici, qui va se prolonger avec des faisceaux de His, dont les ramifications à ce niveau vont constituer ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. À l'intérieur des cavités du cœur, nous avons seulement l'endocarde qui va assurer, n'est-ce pas, l'intérieur des cavités du cœur. Vous avez le cœur qui est là, je vais le replacer ici. Alors, je vais mettre les poumons aussi qui sont juste au-dessus. Et là, je veux encore remettre, n'est-ce pas, ici, la cage thoracique.
Alors, lorsque vous voyez ça, et pour permettre l'auscultation du cœur, il y a quelque chose qui est très important. Il y a ce qu'on appelle le stéthoscope. Et il y a une raison pour laquelle je suis avec le stéthoscope aujourd'hui, parce que normalement je n'apporte pas de stéthoscope. Mais le stéthoscope est composé d'abord de 3 parties. Et c'est très important pour les étudiants en médecine et certains médecins aussi de reconnaître parce que nous donne beaucoup de renseignements. Mais aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur ce qui est normal. Mais avant, comme je disais, je vais vous présenter le stéthoscope. Nous avons les tubes, les 2 tubes ici que vous mettez dans les oreilles. Vous allez voir les tubules ici qui permet la conduction, n'est-ce pas, du son. Et vous allez voir ici les extrémités, ici vous allez voir le pavillon et vous allez voir la cloche. Alors, et le rôle du pavillon, c'est quoi? Lorsque vous voulez écouter quelque chose avec le pavillon, vous fermez la cloche. Alors, lorsque vous écoutez, c'est surtout les sons aigus que vous allez écouter avec le pavillon. C'est surtout ce qu'on appelle, c'est-à-dire les sons aigus au niveau du poumon et aussi au niveau du cœur. La cloche, cette fois-ci, on va l'utiliser surtout chez l'enfant. Ou encore, on va l'utiliser pour écouter les bruits graves, c'est-à-dire les bruits au niveau, n'est-ce pas, des vaisseaux du cou, où on peut écouter avec la cloche. Alors, pour comprendre les maladies liées aux valves, il faut d'abord comprendre, n'est-ce pas, les bruits au niveau des valves. Et les bruits au niveau du valve, je veux le faire de façon très simple. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez porter votre stéthoscope. Vous allez porter votre stéthoscope comme ça. Et vous allez tenir le pavillon. Vous avez fermé, on va supposer qu'on a fermé la cloche. Et vous allez tenir le pavillon avec la main. Et faites comme ça. Et ça, c'est le premier bruit du cœur. Et ce premier bruit du cœur, c'est juste, ce n'est autre chose que la fermeture des valves tricuspides et des valves mitrales. Et ce bruit-là, vous pouvez l'entendre juste là, au niveau de l'espace intercostal, au niveau du 6e espace intercostal, n'est-ce pas, sur la ligne médiane claviculaire. C'est juste là que vous allez retrouver, n'est-ce pas, ce bruit B1 au niveau du cœur. Alors, lorsque vous voulez écouter le deuxième bruit du cœur, qui n'est autre chose que la fermeture de la valve aortique et pulmonaire, le deuxième bruit du cœur, c'est la fermeture de la valve pulmonaire et aortique. Et vous allez l'écouter juste à ce niveau. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'angle supérieur du cœur se trouve au niveau du deuxième espace intercostal, de part et d'autre du deuxième espace intercostal. C'est-à-dire gauche ou droite. Vous allez voir les 2 angles du cœur. Donc vous pouvez écouter le deuxième bruit du cœur à ce niveau-là. Alors, lorsque on va essayer de pratiquer la même chose, pour le deuxième bruit du cœur, ça va être comme ça. C'est-à-dire, donc c'est comme ça que vous allez écouter le deuxième bruit du cœur. Alors, en temps normal, le troisième bruit du cœur est seulement normal chez les femmes enceintes et aussi les enfants. Mais il peut y avoir le troisième bruit du cœur chez certaines personnes, mais pour la plupart du temps, ça peut être pathologique. Alors, comment vous allez écouter le troisième bruit du cœur? Le troisième bruit du cœur, ça va être comme ça. C'est-à-dire, ça c'est le troisième bruit du cœur. Nous avons aussi le quatrième bruit du cœur. Et le quatrième bruit du cœur, vous allez l'écouter comme ça. C'est-à-dire, donc c'est comme ça que vous allez écouter le quatrième bruit du cœur. Alors c'est très important de savoir où est-ce qu'il faut écouter ces bruits-là. Pour le troisième bruit du cœur, vous pouvez l'écouter au niveau, n'est-ce pas, au niveau du tricuspide ou encore au niveau
mitral, mais surtout pour le quatrième bruit du cœur, il faut faire coucher. C'est, je pense qu'une manière très importante de noter le bruit normal du cœur. Alors, et tout ce qui est en dehors de ça est anormal. Donc le premier bruit, le deuxième bruit, souvent le troisième bruit c'est les femmes enceintes et le troisième bruit aussi c'est l'enfant peut être considéré normal. Mais le quatrième bruit pour la plupart du temps, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une hypertrophie des ventricules gauche. Lorsque le cœur se bat chez quelqu'un qui a l'hypertension par exemple pendant très longtemps, donc le cœur en se battant, c'est comme si quand vous partez en gym, tous les jours vous allez développer les muscles. De la même manière, le cœur qui se bat toujours qui se bat toujours contre une résistance, c'est ce cœur-là qui va se développer. Donc il y aura une hypertrophie au niveau, n'est-ce pas, du ventricule gauche pour la plupart des temps. L'oreillette gauche va combattre le ventricule gauche, alors que le ventricule gauche est plus gros et l'oreillette gauche ne peut pas combattre le ventricule gauche. Et c'est en ce moment que vous allez retrouver une hypertrophie, n'est-ce pas, et au niveau ventriculaire. Et c'est ça qui va donner cette isolation de bruit et qui va vous donner ce bruit, ce quatrième bruit au niveau du cœur. Alors, dans le prochain tip, nous allons parler, n'est-ce pas, de la pathologie au niveau du cœur.